Et surtout, il y a des compagnons dans la salle de fête. Je pense qu'on peut les applaudir. Bravo les compagnons. Enfin, en partie le film est fait pour eux, pour tout le monde, mais vous pouvez vous lever, levez-vous s'il vous plaît. Frédéric, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'après le film, il y a forcément énormément d'émotions, donc on redescend un peu, et puis on va surtout partager, dialoguer, vous poser des questions, il y en aura, j'en suis sûr. Je me permets de poser la première. Pourquoi finalement ce film? Pardon. Pourquoi pas? Mais tu veux une réponse un peu plus longue? Peut-être. Ben, d'abord par admiration pour l'abbé, par manque de lui, même si on a les compagnes et les compagnons. Probablement par grande fascination aussi de sa vie, même de l'antagonisme, on le connaît un peu mais on l'oublie alors que c'est quelqu'un qui a changé le monde. Donc grande fascination pour ce qu'il a accompli, ses combats, ses victoires, ses échecs aussi, même pour ça. Et puis, j'imagine comme vous ce soir, grande sidération quand j'ai découvert sa vie intime, de Lucie Coutaz, tout quoi, la députation, le burn-out, les compagnons, Georges, quand je découvre tout ça, c'est un grand moment de choc en fait, de surprise, où je me dis, tiens, il y a vraiment matière à raconter ça au cinéma. Sa vie était un vrai roman, quoi, pratiquement, enfin, c'est assez hallucinant. Ouais, j'ai souvent pensé que si j'avais écrit un personnage comme ça, on m'aurait dit non, quand même, il peut pas être comme ça, on le saurait, avec une femme pendant 40 ans, miraculée, lui-même est ressuscité dans un naufrage. On n'oserait pas écrire un personnage de fiction, donc c'est très très étonnant. Ouais. Alors j'imagine pour faire un tel scénario, ça prend énormément de temps, ça a pris quelques années, hein, je crois. Le film, ça a pris 5 ans, c'est 3 ans d'écriture, ça c'est un peu le tarif réglementaire d'un scénario, et puis 1 an de tournage, un long tournage, et 1 an de ce qu'on appelle post-production, montage, musique, beaucoup de trucage numérique, puisqu'on a reconstitué des époques et qu'elles n'existent plus. Mais beaucoup d'antennes sur les toits qui n'existaient pas, de paraboles, de fenêtres en plastique qui n'existaient pas à l'époque, tout ça, donc changer beaucoup de choses pour être cohérent dans les époques. Ouais. Et puis, important, on les a cités, la Fondation Abbé Pierre. Tout de suite une question. Ah, il y a un monsieur qui... Et la Fondation travaille en parallèle, quand même, avec la Fondation. Oui, parce que quand j'ai eu cette idée, j'ai commencé à lire beaucoup, il y a énormément de bio, de bouquins. Je ne veux pas te mettre là, comme ça je regarde un peu plus. C'est le metteur en scène qui parle. Et je vois que les gens là qui sont très beaux, mais du coup on ne voit pas tout. Ceux-là aussi. Je me fais diriger par un grand réalisateur. Et je repasserai par là après. Non, mais beaucoup de littérature sur l'abbé, beaucoup de bio que j'ai lu, mais qui... c'est une telle légende, l'abbé, c'est une telle icône, hein, c'est vraiment une icône dans tous les sens du terme. D'habitude, j'ai un petit badge d'ailleurs, Fondation Abbé Pierre, que je n'ai pas ce soir. Mais qu'en fait, toute la littérature sur lui est très, ce qu'on appelle hagiographique. Ça raconte la légende, les grands faits, mais ça ne parle pas du tout de l'homme qu'il était. Ce qui m'intéressait dans ma démarche, moi, d'aller dresser le portrait. Je me disais, c'est qui ce petit bonhomme derrière on en a déjà parlé nous, un petit peu tout à l'heure, mais de quoi on est fait? C'est quoi la vie d'un super-héros comme ça, des temps modernes? Est-ce qu'il était entouré, seul? Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il s'est cassé la gueule? Est-ce qu'il était ambitieux? Tout ça, c'était un peu écrit nulle part. Pas tout à fait nulle part, parce qu'il y a beaucoup de... Certains connaissent peut-être, il a écrit beaucoup de mémoires, quand même, de carnets intimes, donc j'avais quand même des pistes. Mais par exemple, son incroyable histoire d'amour platonique, fusionnelle avec Lucie, c'était marqué un peu nulle part, ça.
Donc je me suis effectivement rapproché de la Fondation Abbé Pierre qui s'occupe du mal logement et de la mémoire de l'abbé. Et la vie étant bien faite, le président de la Fondation Abbé Pierre, c'est Laurent Desmarres qui m'a inspiré le personnage d'Ahmed, qui a été pendant les 15 dernières années le secrétaire particulier de l'abbé, qui a remplacé Lucie un peu en gros. Et donc j'ai eu tout un tas d'anecdotes, de moments de complicité de vie, de témoignages de ce qu'ils avaient vécu, du caractère de l'abbé, puis ça m'a donné l'occasion de rencontrer d'autres gens qui avaient connu l'abbé. Enfin, voilà, du coup, là, j'étais assez riche de ce que je cherchais comme info, quoi. Alors, je sens l'impatience du public. Monsieur, madame, après. Monsieur. Frédéric, merci. Vous voulez venir? Bravo. Si on devait redonner un autre titre à votre film, on dirait que c'est le portrait d'un homme qui doute. Et en fait, c'est tout ça votre film. Du coup, c'est pas un biopic. On est dans quelqu'un qui doute et qui interroge le monde et qui s'interroge sur lui tout le temps. Et qui, du coup, votre film, c'est un film métaphysique sur les 3 questions essentielles. Qui suis-je? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et ça, vous le faites par des portraits, puisque l'abbé Pierre est un homme de rencontre. Et à chaque rencontre, on a un élément de ce que lui pense des choses et qui le font avancer. C'est tout à fait prodigieux et ça n'a jamais été fait comme ça. Mes questions, c'est quel acteur Benjamin Laverne? Bon, ça, on le savait, mais là, il est absolument au-delà du jeu, quoi. Il incarne complètement. On a l'impression que c'est l'abbé Pierre, quoi. Et puis tous les acteurs, tous autour, Villermoz, il y a même Alain Sachs qui fait une petite apparition. J'aime beaucoup. Le frère supérieur. Ouais, je l'aime beaucoup. Et Emmanuel Mirko et tout. Et comment ça, justement, vous avez échappé au biopic et vous avez fait ce film métaphysique. Comment justement vous avez eu l'idée géniale de le construire comme ça? Avec l'idée du désert aussi, parce qu'il l'abbé Pierre adorait le désert. Et vous en faites un personnage un peu à la Kessel, avec un peu de Saint-Exupéry derrière. Enfin, je me suis régalé. Bravo, bravo, bravo. Et merci surtout. Merci pour tous les compliments. Vous ne voulez pas devenir mon agent? Si je peux vous appeler une fois par mois pour me faire du bien. Je reverserai ce que vous me donnez à la fondation. Non, l'idée... c'est vrai que quand j'ai découvert sa vie intime qui était faite de questionnements, en fait, à la Fondation, on m'a souvent dit, c'est pas vraiment qu'il doutait, mais il avait énormément de questionnements qui pouvaient l'amener au doute, mais c'était des questionnements, je suis d'accord avec vous, j'ai souvent eu ça en tête, de toucher à la métaphysique au sens modeste, mais c'est l'abbé qui m'a beaucoup inspiré ça, parce que déjà j'ai découvert qu'il allait beaucoup dans ce fameux désert, là que je nomme pas, mais c'est le désert du Hogar, dans lequel il y avait beaucoup, cette espèce de désert un peu rocailleux, là comme ça, on a l'impression d'être un peu sur la Lune, et qui s'interrogeait énormément sur le sens de la vie, le sens de la religion, le sens du passage sur Terre. Et parallèlement, il allait dans ce désert, il prenait beaucoup de photos de spirales, des étoiles, énormément, j'en ai vu énormément dans les archives. J'ai oublié de dire ça aussi, je suis allé aux archives de Roubaix grâce à la Fondation, où il y a tous ces écrits, toutes ces photos. Et en fait, la conjugaison de tout ça, comme il y a eu énormément il a fait lui-même énormément de révélations sur ces derniers jours, je me suis dit, le départ proche pour les grandes vacances a dû mettre beaucoup de choses en perspective chez lui. Il s'est beaucoup interrogé, il a fait beaucoup de rétrospectives de sa vie. Et c'est vrai que je trouvais assez intéressant d'avoir une ligne assez linéaire sur sa vie, parce que j'avais pas envie d'embrouiller par des effets de style, en fait, des figures de style cinématographique, mais je voulais je trouvais assez logique de raconter tel qu'on l'a connu, en fait, c'est-à-dire plutôt âgé, avec un retour sur le passé, sur ses origines, et de passer en vue toutes ces petites mécaniques internes pour voir ce que ça avait donné en grand dans notre société. Donc ça s'est assez rapidement mis en place comme ça. C'est vrai que dedans il y a l'histoire de son grand ami François, mais c'est pareil, il en a tellement parlé toute sa vie, de ce grand ami qui l'a tellement influencé, qui est parti trop tôt jusqu'à ces dernières années. Il parlait encore de François,
Donc c'était pas compliqué d'imaginer qu'il le voyait de temps en temps. D'ailleurs, quand j'ai fait lire aux héritiers de l'abbé, ils m'ont dit ça devait être ça. Il lui parlait souvent, il priait avec lui alors qu'il était plus là depuis des années. Donc voilà, ça s'est mis un peu en place comme ça, cette histoire. Et comme ça a marché assez bien tout de suite, c'était assez fluide, on s'est dit qu'on avait un bon chemin, un bon rail qui était devant nous, quoi. Et excusez-moi, je voudrais rajouter que c'est aussi du cinéma, c'est pas simplement une œuvre forte et citoyenne, c'est aussi du cinéma, et notamment dans la photo, toute la première partie, on dirait des tableaux des peintres flamands, c'est absolument prodigieux ça aussi. Ben merci, je vous refais la même proposition que tout à l'heure. On prendra votre CV. Madame. Moi, je voulais vous poser une question. Vous passez de 1958 à juillet 63 et vous sautez à pieds joints sur juillet 62. Je pense que ça vous dit quelque chose. Précisez. Je sens que vous n'êtes pas contente en tout cas. Vous savez pas ce qui s'est passé en juillet 62? Ben, vous allez nous le rappeler à tous. En juillet 62, ça a été l'exode des Français d'Algérie. Ils ont été reçus à Marseille comme des chiens. Alors je voulais savoir si la Fondation Emmaüs avait fait quelque chose pour ces personnes. Alors, est-ce qu'il y a des responsables de la fondation, d'une fondation qui peut répondre à madame qui est un petit peu énervée? Ça me fait juste une remarque. Ouais. Il n'y a personne qui peut vous répondre, mais je leur poserai la question, vous pouvez leur poser la question. Après, faire un film, résumer 94 ans de la vie d'un monsieur, d'un héros, en 2h15, fait l'impasse sur plein de choses. C'est une énorme trahison. Il y a beaucoup de choses qui étaient écrites, qu'on finit par disparaître, beaucoup de choses qui étaient écrites que j'ai tournées, qu'on n'a pas montées. Bon, voilà, c'est évident qu'il y a des impasses qui n'auraient pas dû avoir lieu, mais c'est l'exercice cinéma, c'est pas d'avoir un témoignage historiquement précis, mais plutôt d'avoir un lien émotionnel pour partager toute l'action de ce monsieur dont l'épisode dont vous parlez et beaucoup d'autres que j'ai passé sous silence. Faute de temps, le film est déjà long, je voulais pas faire un film trop long, même si c'est un peu la mode en ce moment, mais je voulais quand même un film accessible en salle. Je vous assure que j'ai coupé beaucoup de choses déjà que j'avais tournées, parce que la première version faisait presque 3 heures, et je voulais autour de 2 heures. J'ai pas pu faire plus court, mais bien sûr qu'il y a j'ai pas de meilleur mot que de faire cet exercice. C'est une grosse trahison de l'histoire et de certains pans de notre histoire. Ouais. Non, mais quand même un peu. Merci, madame. Bonsoir et merci Monsieur Tellier de votre travail et puis de ce film qui est super. Moi, ce qui m'a le plus intéressé finalement, c'est comme la vie est un éternel recommencement et les combats, on n'arrêtera pas d'en faire. Et il faut savoir que la fin de votre film m'a beaucoup plu, c'est-à-dire quand on voit la misère d'aujourd'hui, quoi, 2023. C'est celle-là aussi qu'on survole légèrement, quoi, en voyant des barreaux au niveau des bancs, par exemple, pour éviter que les gens s'allongent dessus dans la rue. Voilà, des choses comme ça. Ça, c'est marquant, quoi. Ça, c'est l'époque d'aujourd'hui, quand même. C'est l'époque d'aujourd'hui, 2023. Et ben, il n'est plus là, évidemment, mais toutes les communautés qui existent et tout ça, ils vont perdurer dans son œuvre, et des gens à aider, ben, il y en aura, quoi. Ça sera en permanence un éternel recommencement. On le voit dans le monde entier, on le voit en France, on le voit de partout, quoi. Et ça, à mon avis, c'est spécifiquement humain. Ça a peut-être été à chaque époque, d'ailleurs. Je pense que ça existe. La misère, elle était là depuis très longtemps, quoi. C'est évident que c'est un combat qui ne peut pas être gagné. Celui-là, il y en a quelques-uns dans la vie qui ne peuvent pas être gagnés. En revanche, il peut être perdu s'il n'est pas mené, en particulier par la Fondation, par le mouvement Emmaüs et par d'autres associations, c'est sûr. Le risque, ce serait de le perdre. Mais c'est sûr qu'on ne gagnera jamais ce combat-là. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Je vois madame.
Il y a monsieur aussi devant, monsieur. qui a un beau blouson de cuir, un peu balèze. Je voudrais souligner la dimension politique du film qui n'aura échappé à personne, j'espère, même si cette dimension est un peu noyée dans le côté romanesque de cette biographie. Je suis d'accord avec M. Baclan, c'est pas un biopic, c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai beaucoup apprécié l'alternance entre les archives et que j'attendais davantage, surtout sur la fin. Et heureusement, à la toute fin du film, comme viennent de le souligner ces spectateurs, on est dans l'actualité. Parce que quand même, il y a énormément de choses qui résonnent avec l'actualité dans ce que vous dites. Et puis vous retenez des phrases de l'abbé Pierre, certaines qui résonnent terriblement. Quand il dit « je préfère la violence à la lâcheté », il faut quand même oser le dire. Il y a énormément d'actualité dans ce film. Et je pense que vous vous êtes posé la question, mais pardonnez-moi, c'est vous qui allez me répondre, où sont les abbés Pierre d'aujourd'hui? Alors oui et non, en fait, bien sûr quand on fait un film comme ça, on a envie de parler de l'actualité. Évidemment, quand je le démarre il y a 5 ans, je ne doute pas que le film va sortir autant dans l'actualité, avec des phrases qui sont dans le film, qu'on réentend à la radio aujourd'hui, c'était évidemment pas prévu. Mais il faut pas être très perspicace pour passer la vie en revue de l'abbé, se dire qu'il y a un reflet énorme dans notre époque moderne, dans nos tourments, dans nos défis à relever, qu'on n'a toujours pas relevés, qu'on finira jamais de relever. Maintenant, c'est vrai que c'est une question qui vient assez logiquement. Le manque de l'abbé, est-ce qu'on pourrait... Bon, la sociologie a beaucoup bougé maintenant aussi, hein, est-ce qu'on pourrait avoir un abbé Pierre? Est-ce qu'il ne se ferait pas défoncer en 2 ans sur les réseaux sociaux et qu'on l'oublierait ou il serait discrédité? En tous les cas, la Fondation Abbé Pierre, quand on leur pose la question, ils disent « mais maintenant, il y en a plein. Il n'y en a plus qu'un seul, on est tous des petits Abbé Pierre, c'est ça l'espoir, la pêche qu'il donne en réfléchissant sur ce sujet. » Donc voilà, mais oui, c'est sûr que cette figure, il a disparu en 2007, donc il y a 17 ans l'année prochaine, et on n'a pas de grande figure comme ça de lutte contre la misère et l'indifférence qui a jailli. Il y a eu un peu Augustin Legrand il y a quelques années, mais c'est un moment qu'on n'a plus personne. Est-ce que notre époque permettrait encore ça? Je ne sais pas. On l'espère. Monsieur.